Donc généralement, vous l'avez dit, il survient après un traumatisme, mais ça peut être des phénomènes douloureux de n'importe quel... tout phénomène douloureux, toute douleur dans une région articulaire ou autour de l'articulation. Je vous donne un exemple. Un infarctus du myocarde peut entraîner une algodystrophie de l'épaule gauche. Donc tout ce qui peut, une entorse, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est phénomène douloureux peut entraîner une algodystrophie. Les complications, bien sûr, je vous ai dit qu'il y a des troubles vasomoteurs, après il y a des troubles trophiques, et bien sûr après, s'il y a des rétractions, on va avoir une raideur articulaire. C'est surtout pas à ça qu'il faut aboutir. Donc c'est pour ça qu'il faut une prise en charge précoce et adaptée pour éviter ces complications. Donc c'est rare, mais ça reste quand même une prévalence de 20,5 pour 100 000 habitants. Donc l'âge, ça peut survenir à tout âge, même chez les enfants, même chez les sujets âgés, mais en général plus fréquemment entre 20 et 60 ans, c'est-à-dire c'est l'âge où la personne est le plus active, donc en pleine activité professionnelle, donc plus exposée à des entorses, à des fractures, à des accidents. D'accord ? Il y a une prédominance féminine, ça c'est par rapport, c'est un petit peu la caractéristique de la douleur. La douleur en général est plus prédominante chez les femmes que chez les hommes. Les membres supérieurs est 2 fois plus atteints que les membres inférieurs, ça c'est pour l'épidémiologie. Alors sur le plan physiopathologie, est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a une région articulaire, quand il y a un phénomène douloureux en rapport avec une fracture ou une entorse ou autre, il y a cette algodystrophie, ces phénomènes neurovégétatifs qui se produisent donc au niveau de l'articulation et tout ce qui est périarticulaire à côté de cette région qui a subi un traumatisme, quel que soit le traumatisme. En fait, c'est une réaction, c'est comme si la région, l'articulation déprimée, parce qu'il y a de la sérotonine, donc c'est comme dans la dépression, et il y a des phénomènes neurovégétatifs. Donc, je vous le simplifie comme ça. Donc, quand il y a un phénomène très douloureux, l'articulation et la région périarticulaire va réagir comme pour dire ça fait trop mal, je souffre moi aussi. Et on aura ces troubles neurovégétatifs avec, dans un premier temps, une vasodilatation, des phénomènes de chaleur, de tuméfaction, de l'œdème très bruyant, donc une grosse douleur. Et dans un deuxième temps, ce qu'on appelle la phase froide, il va y avoir une résorption de cette œdème, une rétraction, c'est des troubles trophiques qui s'installent avec les rétractions, donc avec l'atteinte des tendons qui se rétractent, donc fléchisseurs, extenseurs et des ligaments également. On peut même avoir une capsulite rétractile si c'est l'épaule. Vous avez fait l'épaule, on vous a parlé de la capsulite rétractile. Donc la capsulite rétractile, ça peut être aussi une complication de l'algodystrophie. Alors, dans 70% des cas, on peut retrouver des traumatismes, donc d'intensité de nature variable. Ça peut être, je viens de vous le dire, donc tout ça avec la luxation. Il n'y a pas de parallélisme entre la sévérité et l'algodystrophie. Donc on peut avoir de petits traumatismes avec de l'algo et de grosses fractures sans faire d'algo. Donc pour ça, pourquoi en fait? C'est parce qu'il y a un terrain, il y a un ressenti de la douleur qui est personnel, qui est différent, et il y a des phénomènes physiopathologiques donc propres à chaque individu de la façon dont il ressent la douleur. D'accord? Donc dans certains cas, on peut avoir des affections métaboliques, c'est surtout le diabète, donc le diabète, les dyslipidémies, les hyperthyroïdies. Donc il y a un terrain favorisant à l'installation de l'algodystrophie. Le reste, donc toutes les affections aussi neurologiques comme le zona, les AVC, tout ça aussi peut donner donc en conséquence une algo. Les ostéopathies déminéralisantes, l'ostéomalacie, mais ça c'est très rare. En général, c'est surtout les grosses pathologies douloureuses. Donc c'est les pathologies qui donnent des douleurs très importantes. Donc on a dit les fractures, les luxations, les entorses,
l'infarctus, l'AVC, donc tout ça, les grosses pathologies douloureuses, c'est eux qui sont les plus pourvoyeurs d'algo. Mais après, je vous ai dit, toute douleur, quelle que soit l'origine, peut entraîner une algodystrophie. Il y a même des étiologies. Donc en rapport, des fois, on ne retrouve aucune notion de traumatisme ni de douleur parlante, mais il y a notion de prise de médicaments, comme celle de l'isoniazide, des thambutol, c'est des traitements, des antibiotiques qu'on utilise dans la tuberculose, très bien, ou encore les barbitures. Donc sur le plan clinique, le tableau clinique, on va avoir, je vous ai dit, des douleurs importantes, avec surtout des trucs sensitifs et moteurs. Donc sur le plan sensitif, vous connaissez l'allodynie, l'hyperesthésie? C'est quoi l'allodynie? Qui n'est pas douloureux, bravo. Qui c'est qui vous a fait ça? Ah, bravo, vous vous rappelez. Excellent. Donc l'allodynie, c'est effectivement ça, c'est ressentir la douleur pour un stimulus qui normalement n'est pas douloureux. L'hyperesthésie, c'est ressentir une douleur exagérée pour quelque chose de faire. Donc c'est ce qui va se produire dans l'algo. Il y aura des troubles sensitifs à type 2 d'hyperalgésie, de dysesthésie. C'est quoi les dysesthésies? Les dysesthésies? C'est-à-dire un stimulus, on le ressent d'une autre façon. Les dysesthésies, c'est une sensation désagréable à type de fourmillement, de picotement, de courant électrique, d'engourdissement. Donc ça, c'est des caractéristiques de la douleur qui traduisent des douleurs de type neuropathique et non pas nociceptive. La différence entre nociceptive, par exemple, quand vous avez fait la polyarthrite rhumatoïde, c'est des douleurs nociceptives. Il y a de l'inflammation qui déclenche donc une douleur, ça fait mal. Il vient vous voir, surtout parce qu'il a une douleur, une articulation qui est gonflée, des articulations gonflées qui sont douloureuses. Donc cette douleur est due à l'inflammation, ça c'est des stimulus nociceptifs. La brûlure, c'est nociceptive. Mais la neuropathique, c'est quand il y a une atteinte nerveuse. Donc des structures nerveuses, des terminaisons de la moelle ou centrale. Donc c'est ça le neuropathique. Donc ça, c'est des caractéristiques de la douleur neuropathique. Donc dans l'algodystrophie, à l'inverse d'une polyarthrite rhumatoïde ou d'une SA ou ce que vous voulez, ou une arthrite septique, c'est des douleurs avec des caractéristiques neuropathiques, avec des troubles moteurs, à savoir une diminution de la force musculaire, une difficulté, par exemple, si c'est le poignet, une difficulté à ouvrir des boîtes, à ouvrir les poignets, donc une diminution de la force musculaire, mais sans arriver à une paralysie ou autre. Donc tout ça est associé à des troubles vasomoteurs. On va avoir un œdème, je vais vous montrer des photos. Donc bien sûr, la douleur va siéger au niveau de la région traumatisée, d'accord? Donc si c'est une fracture du pied, ça va être la cheville. Donc c'est toujours dans la région du traumatisme. Je vous ai dit tout à l'heure pour l'infarctus, ça peut être l'épaule. Si c'est l'avant-bras, c'est le coude ou le poignet, ça dépend de la région. Donc c'est toujours à côté de la région traumatisée, la région douloureuse. Quoi encore? Donc je vous ai dit que c'est des douleurs de type de brûlure, de picotement, donc tout ça on l'a vu. Et bien sûr, on peut avoir, tout ça va aboutir à vous l'avez en bas, à une impotence fonctionnelle. Une articulation qui est gonflée, qui est douloureuse, qui diminue de mobilité, bien sûr, on va avoir donc un retentissement sur la fonction. Donc voilà ce que vous avez. Vous comparez toujours quand on a en rhumatose, comme en ophtalmo par exemple, vous pouvez toujours comparer le droit et le gauche. Donc là en rhumato, pareil, vous comparez toujours le genou droit au genou gauche, la main droite voilà. Donc même si vous ne connaissez rien qu'en comparant, vous pouvez détecter des anomalies. Donc là, qu'est-ce que vous voyez entre les deux? Décrivez-moi un petit peu ce que vous voyez. Un œdème, quoi encore? Une rougeur, bravo. Donc c'est... Bon, vous ne pouvez pas le toucher, mais vous devinez bien que c'est chaud. Donc il y a de la chaleur, il y a une hyperthermie. Vous ne le voyez pas, mais il y a des anomalies des phanères. D'accord?
Donc, on a donc, vous voyez l'œdème, vous voyez la rougeur, donc c'est tout enflé. Et bien sûr, c'est chaud. Et après, dans la deuxième phase, il va y avoir donc l'installation de la phase froide. À côté de cette chaleur, il y a des troubles, ce qu'on appelle des troubles trophiques, c'est-à-dire une hypersudation. Donc vous voyez, c'est déjà luisant. Et si on touche, il y a une hypersudation. Et après, il va s'installer donc la rétraction. Donc ça, c'est entre... donc au départ, c'est enflé et après, ça va se dégonfler et entraîner au fur et à mesure une rétraction. D'accord? Donc si c'est les genoux, c'est un flexum. Quand c'est les mains, c'est en griffe, qu'on appelle en griffe. Donc ça, c'est pour la première phase. Et donc après, on va voir la deuxième phase qu'on appelle la phase froide, qui est caractérisée, je viens de vous le dire, par La rétraction. La rétraction, et encore. Donc au lieu que ce soit rouge, ça va devenir bleuté, donc un petit peu comme dans le phénomène de Raynaud. Il va commencer à y avoir les phénomènes de fibrose. Donc ça, c'est la fibrose, c'est le processus de cicatrisation de toutes les inflammations, vous le savez. Donc comme il y a beaucoup d'inflammations, donc cette cicatrisation, cette fibrose, c'est elle qui va entraîner la rétraction. D'accord ? Voilà en gros, donc à la fin de la phase chaude va s'installer progressivement la phase froide. Alors ce qui est important, c'est de faire le diagnostic à la phase chaude pour justement ne pas arriver à cette phase froide avec des rétractions qui sont très très difficiles à récupérer, et c'est ça qui conditionne le pronostic fonctionnel, parce qu'une main comme ça en griffe ou un genou en flexum, ce n'est pas des articulations fonctionnelles, ce n'est pas physiologiquement fonctionnel. Donc il faut détecter, faire le diagnostic tôt pour faire le nécessaire, adresser en rééducation, adresser en rhumatologie pour le traitement qu'on va voir tout à l'heure. Bien sûr, sur le plan osseux, alors il y a deux choses. Vous avez fait les généralisations osseuses diffuses. Donc c'est une douleur qui va entraîner une immobilisation à cause de la douleur. D'accord, il n'y a pas de fracture, il n'y a pas de paralysie, mais c'est tellement douloureux qu'il y a une immobilisation spontanée qui va entraîner une déminéralisation d'une part. D'autre part, je vous ai dit au départ que même l'os réagit à certaines inflammations. Et c'est pour ça qu'on va avoir une déminéralisation localisée, et c'est très très caractéristique de l'algodystrophie. C'est pratiquement pathognomonique, vous allez voir tout à l'heure. On va avoir une déminéralisation mouchetée, donc multigéodique, de tailles différentes. Et ça, c'est vraiment avec un respect de l'interligne articulaire. Vous ne pouvez pas passer à côté. Ça, il n'y a que l'algodystrophie qui vous donne ça. Les téguments, on en a parlé. Il va y avoir donc la peau va devenir fine. Les rétractions, on en a déjà parlé. Voilà ce que vous voyez. Donc, après la phase 2 froide, on va avoir la phase séquelaire avec des rétractions cette fois-ci qui sont pratiquement irréversibles. La raideur est là. Il va y avoir, donc c'est ce qu'on appelle tous les tissus sous-cutanés sont atrophiques. Donc c'est ce que vous voyez là. Vous voyez que tout est rétracté et que les téguments sont atrophiés. La couleur, vous voyez la différence? Elle est pâle, présente. Et bien sûr, je vous ai parlé de l'ostéoporose qu'on va voir sur la radiographie. Alors sur le plan biologique, à votre avis, qu'est-ce qu'on va trouver? Un syndrome inflammatoire? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que c'est local. Je vous ai dit que c'était des douleurs, vous vous rappelez au départ, je vous ai comparé ça carrément via de l'inflammation. Il n'y a pas de l'inflammation vraie. Je vous ai dit que c'était des troubles neurovégétatifs. C'est un petit peu comme le syndrome vagal, d'accord, il n'y a pas d'inflammation. Ça réagit après par de l'œdème, par de l'inflammation, mais c'est pas, et c'est très localisé, mais c'est des troubles neurovégétatifs, d'accord. Donc il va y avoir une vasodilatation avec quand il y a une vasodilatation, il va y avoir ces œdèmes par exsudation, d'accord.
Mais à aucun moment, il n'y a eu inflammation généralisée. Non. Donc ça aussi, c'est très caractéristique de l'algodystrophie. Le bilan biologique est strictement normal. C'est ce qui vous rassure et qui vous élimine, parce que ça, vous craignez quand vous voyez ça, une infection, une polyarthrite, d'accord? Quelque chose de vraiment alarmant. Mais en fait, quand vous faites le bilan biologique, il est strictement normal. L'interligne n'est pas touchée, on va le voir. Donc c'est vraiment ce qui vous fait la part des choses. Et c'est très facile de poser le diagnostic de l'algodystrophie. Il y a l'antécédent, il y a le terrain, il y a là ce que vous avez vu, mais ça dépend à quelle phase vous voyez, d'accord? Et bien sûr, je vous ai dit, le bilan biologique est normal. Donc, si vous savez faire la différence entre un liquide inflammatoire et mécanique, alors dites-moi. Combien? Très bien, c'est le nombre de cellules. Combien pour parler d'inflammatoire et au-delà de 2006 inflammatoire, très bien. Inférieur à 2000 éléments blancs, donc voilà. Si c'est supérieur à 2000, après ça dépend si c'est riche en polynucléaires ou non, pour différencier entre infectieux et inflammatoire. Ici, je vous ai dit qu'il n'y a pas d'inflammation, donc même s'il y a du liquide, il sera jaune citrin et non pas purulent ou épais, donc il sera jaune citrin fluide, plutôt visqueux, pardon, parce que c'est mécanique, et sans cristaux bien sûr, parce que c'est pas une goutte. Et si on fait la cellularité, il est paucicellulaire, donc inférieur à 2000 éléments, et c'est ce qui vous réconforte dans votre diagnostic. Sur le plan radiologique, je vous ai parlé que on va trouver une déminéralisation mouchetée, mais il faut savoir que cette déminéralisation ne va s'installer. Je vous ai dit qu'il y avait une mobilisation, donc il faut quand même un certain temps pour que cette déminéralisation s'installe. En général, il faut 3 à 4 semaines. Donc si vous faites des radiographies tout à fait au début, vous allez trouver que tout est normal. Mais après 3 à 4 semaines, vous allez voir cette déminéralisation qui est épiphysaire et sans atteinte de l'interligne, d'accord? Et donc il n'y a pas d'ostéophyte, il n'y a pas d'érosion, c'est juste cette déminéralisation. Je vais vous montrer des radiographies. Alors, toujours comparer, même si vous ne savez pas lire des radiographies, comparez ce que vous voyez à votre gauche avec ce que vous voyez à votre droite. Allez-y, je vous laisse interpréter. Donc, lisez ce que vous voyez. Alors, moi, écoutez-vous. Oui. Déminéralisation. Il y a une déminéralisation qui prend tous les os du cas, n'est-ce pas? D'accord. Tout ça est déminéralisé. Et là aussi, regardez ici. Donc, c'est la région épiphysaire de l'avant-bras par rapport à ici. Vous voyez, ici, c'est bien dense. Donc là, ce que vous voyez en gris, ah oui, je vais vous faire le TD sur la radiologie en rhumatologie. Très bien. Donc là, je vais vous donner plein d'astuces. On va faire des cas cliniques. Donc ça sera je l'ai laissé à la fin parce que comme il y a des cas cliniques, c'est comme une révision pour vous. Je ne voulais pas le faire au début parce que vous n'aurez rien compris. Il y a de la spondylarthrite, de la PR, de la déminéralisation. Donc si vous n'avez pas fait le cours, ça sert absolument. Donc ça, vous le ferez quand vous voulez puisque c'est par Zoom. Et je fais les deux groupes en même temps. Donc vous me direz quel jour ce soir, même le week-end, ça me dérange pas. Ok, continuons. Alors, tant que vous êtes là, on va quand même faire ça. Donc vous voyez ici l'interligne, c'est ça l'interligne. Hein? La flèche mouche. Si, oui. Vous la voyez pas? Ici, elle était bien là, comme ça, là. Ah non, elle m'a... Non, ok, c'est pas grave. C'est comment réfléchir? Il y a le temps qu'il... Alors, regardez, l'interligne, c'est entre les os du cas et donc les deux os de l'avant-bras. D'accord? Qui sont, comment on les appelle les deux os de l'avant-bras? Exactement. Donc le radius et le cubitus.
vous montrer. Donc vous avez l'interligne ici. Il est même mieux que celui-là, donc on le voit très bien, mais en fait on le voit bien parce qu'il est déminéralisé. Vous voyez les petites géodes qu'il y a ici? Comme ici, avec des petits trous, D'accord. Donc le fait déjà, on parle de déminéralisation quand c'est gris, d'accord? Ça peut être même donc, des tons différents de gris. Tout ce qui est en blanc, c'est l'os. Tout ce qui est minéralisé, vous allez le voir en blanc sur les radiographies. Tout ce qui est donc l'articulation, elle est faite de cartilage. Le cartilage n'est pas minéralisé et c'est pour ça que les interlignes, vous les voyez en gris, transparent pratiquement. Vous ne les voyez pas. On a l'impression que c'est vide, mais il y a du cartilage, il n'y a pas de calcium phosphore dedans, donc il n'est pas détecté. Donc à chaque fois que cette quantité en calcium et en phosphore va diminuer, si on a de l'ostéoporose, si on a une algodystrophie, d'accord, si on a une ostéolyse parce qu'il y a une tumeur, on va avoir des tons différents de gris. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on a des petites lises comme ça, en général, on regarde leur taille, on regarde leur répartition, le siège, on regarde si elle est entourée de sclérose ou pas. D'accord, tout ça, c'est des éléments à analyser. Et là, vous voyez très bien que c'est des multigéodes de taille un petit peu différente, mais c'est pas des macros, c'est pas des grosses géodes, donc c'est des microgéodes. C'est ce qui donne un aspect pommelé un petit peu à l'articulation ou un aspect moucheté. D'accord? Donc c'est vraiment l'aspect moucheté de l'algodystrophie qui prend toute la région avec respect de l'intérieur. D'accord? C'est clair? Alors la scintigraphie osseuse, elle n'est pas très utile, mais si on l'a fait, à votre avis, qu'est-ce qu'on va trouver? Hypofixation. Alors si c'est la phase chaude, parce que la scintigraphie c'est quoi? On injecte un produit qui va être amené par le sang au niveau de la région donc, qui est inflammée ou qui est hyperactive. Voilà. Donc si on est à la phase chaude, où il y a vasodilatation, on va avoir une hyperfixation. Mais si on l'a fait à la phase froide, où il y a rétraction, tout est rétracté avec une vasoconstriction, on va avoir une hypofixation. On est d'accord. Ça dépend de là. Hein? Ça ne confirme pas le diagnostic. Pas du tout, on n'en a pas besoin. Vous avez vu que pour le moment, on n'a vraiment pas besoin. On a vraiment la clinique, on a les radiographies, biologie normale, interligne normale, c'est more than enough, c'est suffisant. Pas besoin d'aller faire une scintigraphie, d'accord, pour vraiment faire le diagnostic. Alors l'IRM, à la limite, on peut la demander si vraiment on hésite entre une infection et qu'il y a peut-être une petite fièvre, une petite pour d'entrée, on hésite, voilà. Surtout, je vous ai dit que ça peut être secondaire à des fractures, donc fractures ouvertes. Donc s'il y a un moindre doute, on fait une IRM et c'est cette IRM qui va nous permettre de faire la différence entre une inflammation ou une infection et une algodystrophie. Donc il y a, je vais vous envoyer le cours. Hein. Donc le diagnostic positif, il est clinique, mais donc ça c'est ce qu'on appelle des critères de diagnostic ou de classification, comme on vous a déjà dit dans la PR ou dans la SA, c'est des critères de classification. D'accord? Ça nous permet de classer, mais parfois il faut éliminer d'autres affections afin de retenir cette affection. C'est ça un critère de classification. Ça classe, mais attention, il faut quand même faire la part des choses. C'est pas parce que vous avez tout ça que c'est forcément, vous pouvez avoir tout ça et à côté une porte d'entrée, d'accord, une fièvre et un germe. Et avec ça, vous pouvez quand même avoir une présence d'un événement nociceptif, ça c'est ce qu'on a vu au départ, ou d'une cause d'immobilisation. Vous faites maintenant la part des choses entre nociceptif et neuropathique. C'est bon. Donc des douleurs continues, une allodynie, une hyperalgie avec une douleur disproportionnée par rapport aux facteurs déclenchants. Donc ça c'est ce que je vous ai dit, la réaction exagérée par rapport au ressenti de la douleur et au ressenti, je vais dire la traduction, une douleur qui ne devrait pas faire mal, qui est ressentie douloureuse. Et comment va réagir le corps par rapport à cette douleur. Donc tous ces phénomènes vasomoteurs, neurovégétatifs, qui sont la conséquence de ce ressenti de la douleur. La présence à un moment ou à un autre de l'œdème, de variations de flux sanguin, donc ça on en a parlé, donc tout ce que je vous ai dit, les phénomènes de sudation, de diminution de la force musculaire, mais c'est dû, je vous ai dit, à
c'est pas un phénomène central, il n'y a pas de paralysie, que les choses soient claires. Donc tout ça toujours dans la région douloureuse. Donc c'est un diagnostic exclu en présence d'une affection qui pourrait expliquer autre degré de douleur ou d'importance de douleur de trop fonctionnelle. C'est exactement ce que je vous ai dit au départ, c'est-à-dire que c'est des diagnostics d'élimination. C'est exactement comme pour l'ostéoporose, c'est un diagnostic d'élimination. Ne retenez pas parce que sur la démo vous avez un -3 ou un -5, une ostéoporose si vous n'éliminez pas, une ostéomalacie, une hyperpara, un myélome, une métastase, d'accord? Attention, c'est quand on vous donne quelque chose, c'est certes le plus fréquent par exemple pour l'ostéoporose, c'est la cause qui donne le plus de déminéralisation, mais c'est la moins grave, entre guillemets. Elle n'est pas anodine, mais c'est la moins grave par rapport à un myélome, par rapport à une ostéomalacie, par rapport à une hyperpara, où le traitement est spécifique et complètement différent. Donc si vous passez à côté du diagnostic, vous passez à côté du traitement adéquat. Et bien sûr, les conséquences sont catastrophiques. Il n'y a qu'à passer dans le service et voir une hyperpara. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Bravo. Il faut passer la voir. Hein. C'est un cas historique. Ça, on n'en voit presque plus dans le monde. Et ça, c'est parce que les gens qu'on a formés n'étaient pas capables de détecter une ostéomalacie. C'est pour ça qu'elle est comme ça dans cet état. D'accord? Donc l'ostéomalacie, j'espère que c'est acquis de chez acquis. D'accord? Vous n'avez pas le droit de passer, vous serez, même si vous n'êtes pas rhumato, vous êtes généraliste, devant un tableau clinique, là je ne vais pas vous refaire le cours, d'ailleurs je dois surveiller le temps, on a le temps. Donc attention, donc devant un bilan phosphocassique particulier, devant tout ce qu'elle a, il faut passer la voir. Dans les livres, vous ne trouverez pas des malades comme ça. Avec l'étiologie, elle a une maladie cœliaque, c'est exactement le cours. Vous aurez le cours sous forme de malade, il n'y a pas mieux pour retenir, d'accord? Je vous passerai la voir. Donc ça, c'était entre parenthèses. Alors, les formes cliniques, on peut avoir soit des formes parcellaires, c'est-à-dire de petits endroits, c'est pas toute l'articulation, ça peut être une sous-région de la région. On peut avoir des formes d'emblée froides, donc sans passer par la phase chaude, où la phase chaude est passée tellement rapidement que le patient ou la patiente va venir déjà à la phase froide. On peut avoir des formes récidivantes, donc ils peuvent faire plusieurs épisodes d'algo, donc elles guérissent, ils refont au même endroit ou à des endroits différents. Donc des formes évolutives différentes, c'est-à-dire qu'on peut avoir la phase chaude et très rapidement la rétraction, donc voilà, c'est ça les formes évolutives, donc retenez juste forme évolutive, et gardez en tête que l'évolution est différente d'un sujet à l'autre. On a les 3 phases, mais ces phases sont de durée variable et l'une d'elles peut manquer. Mais certainement pas la dernière parce que c'est celle où il y a les complications et les séquelles. Celle-là, elle y est toujours à chaque fois que vous ne faites pas le diagnostic et que vous ne faites pas le traitement correctement. Les formes selon le terrain, ça dépend, je vous ai dit au départ, qu'il y a un terrain pour l'algo, donc c'est des personnes anxieuses, dépressives, anxieuses, donc il y a un terrain quand même favorisant. Donc ça va varier en fonction du terrain. Ça peut être une algo très bruyante, très parlante chez des sujets beaucoup plus anxieux que d'autres. D'accord? Je vous ai dit que ça peut survenir même chez l'enfant. Alors le diagnostic différentiel, je vous laisse vous me le dire. Après tout ce que je vous ai dit, donnez-moi le diagnostic différentiel. Hein? Arthrite septique, bravo. La goutte, oui, bien sûr. Surtout si c'est le gros orteil, bien sûr. Puisque la goutte, c'est pareil, c'est avec une allodynie, hypersensibilité. Très bien. Qu'est-ce qui vous permet d'éliminer la goutte? L'absence de liquide, d'accord. Mais si c'est le gros orteil que vous n'arrivez pas à ponctionner, c'est quoi le diagnostic? Comment vous faites le diagnostic? Parce qu'il faut trouver les cristaux. Le bilan. Le bilan. Qu'est-ce qu'il y a dans le bilan? Pas d'inflammation. Hein? On ne va pas trouver l'inflammation. La goutte, c'est une hyperuricémie. C'est ça. Elle est due à une hyperuricémie. C'est ça. C'est une précipitation de cristaux durables de sodium en rapport avec une hyperuricémie. D'accord? Donc vous faites au moins un acide urique. D'accord? Il y a de l'inflammation et tout, mais ce n'est pas spécifique. C'est surtout l'acide urique qui est élevé au-dessus de 60 mg par
Et vous connaissez tout ça. C'est rien. Hein. La goutte, il y a des mots-clés que vous allez mettre avec fluo. Vous faites des petites fiches pour chaque cours. Vous prenez ce qui est très important et ce que vous allez retenir à vie, comme tout à l'heure quand vous m'avez sorti la douleur neuropathique. Ça veut dire que vous l'avez bien révisé et vous la regardez jusqu'à maintenant. Pour la rhumato, c'est la même chose. Il y a des cours clés, d'accord, importants, où il ne faut pas passer à certaines choses à vie parce que vous serez au moins généraliste, c'est ça, d'accord? C'est ça, au moins généraliste, d'accord? Et même si quelqu'un de votre famille fait une crise de goutte, il faut quand même faire le diagnostic. Donc, on va faire le dosage de l'acide urique. Si c'est une articulation qu'on peut ponctionner comme le genou, qu'est-ce qu'on va voir? Vous me l'avez dit tout à l'heure, des cristaux du rate de Soto. Et dans la chondrocalcinose, qu'est-ce qu'on retrouve? Des cristaux de phosphore. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la chondrocalcinose? Des cristaux de... Vous avez fait le cours? Non. C'est le diagnostic différentiel de la goutte. Le liche, non. C'est le diagnostic différentiel de la goutte. Vous avez fait la goutte, même si on ne vous fait pas la chondrocalcinose. Xalate de calcium. Hein? Xalate de calcium. Qu'est-ce que c'est? Xalate de calcium. Xalate de calcium. Il y a calcium, mais ce n'est pas xalate. Mais il y a calcium dedans. Vous y êtes presque. Je ne vais pas vous dire que vous allez le chercher. Et ça peut tomber dans les Alors, si vous voulez, maintenant, c'était pour ce qu'on appelle vous éliminez tout ce qui est arthrite métabolique. Ça, c'est des arthrites métaboliques. Si c'est infectieux, qu'est-ce que vous faites pour éliminer l'infection? Que vous devez faire de toute façon, parce que je vous ai dit qu'il y avait un diagnostic d'élimination. L'étude cytobactériologique, toujours si vous arrivez à fonctionner, mais ce n'est pas toujours le cas. Si vous arrivez à fonctionner, c'est très bien. Comment sera le liquide? On l'a vu tout à l'heure, il sera riche en éléments blancs, mais surtout en polynucléaires. L'aspect ne sera pas jaune citron, il sera surtout soit purulent, soit blanc, donc épais. Voilà, comme pour une infection, ce n'est pas le liquide mécanique, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que vous faites à part ponctionner si vous êtes hypersensible? L'hémoculture, s'il y a de la fièvre, bien sûr. La formule, s'il y a une hyperleucocytose, s'il y a une donc l'équilibre. Donc vous faites ça. Mais il y a déjà tout un contexte. S'il y a une porte d'entrée, s'il y a de la fièvre, pour pouvoir faire l'hémoculture, il faut qu'il y ait de la fièvre. Donc c'est tout un contexte. Ok? Les antécédents chirurgicaux. Les antécédents. Bien sûr, les antécédents, bien sûr, c'est ça la porte d'entrée. Est-ce qu'il a fait une UIV, est-ce qu'il a été opéré, est-ce qu'il y a une blessure, donc tout ça. Ça, c'est les portes d'entrée. Alors, on a éliminé les infections, on a éliminé les métaboliques. Qu'est-ce qui reste à éliminer? L'inflammatoire. Donc, qu'est-ce que vous faites pour éliminer l'inflammatoire? Bon, parfois, c'est tellement parlant qu'on n'a pas besoin d'aller faire un bilan immunologique. C'est ça, un bilan immunologique. Mais après, il y a le contexte, toujours. C'est toujours la clinique. Donc, ça dépend du contexte. S'il y a des arthralgies, des arthrites, des mains, une douleur lombaire, une douleur, des physalgies inflammatoires, un jeune homme, une jeune femme, une uvéite, un psoriasis, donc tout ça, le contexte vous permet d'être orienté vers une pathologie ou une autre. Et c'est en fonction de ce contexte que vous allez aller demander le HLA, les anti-CCP, les facteurs rhumatoïdes en général, les antinucléaires, les anticorps antinucléaires, d'accord? Donc ça dépend, le HLA B27, donc ça dépend de votre clinique, de votre contexte, de votre patient. Qu'est-ce qu'il faut éliminer d'autre? Tout ce qui est vasculaire, tout ce qui est neurologique, donc tout ça il faut les éliminer, les atteintes osseuses comme l'ostéonécrose, mais ça vous voyez la radio, donc vous pouvez l'éliminer facilement sur les radiographies standards. Pardon. Alors les formes cliniques, on les a vues tout à l'heure. Voilà, le traitement. Alors le traitement. Comment vous voyez le traitement? Hein? La vitamine C. Avec à jour, ça c'est des dernières. Ça a été testé, mais c'est pas encore validé. Effectivement, bravo. C'est vrai qu'on préconise pour faire. Il y a des études dessus, mais c'est pas validé. D'accord? Donc on peut donner de la vitamine C pour prévenir carrément une algodystrophie. Bravo. Vous avez lu?
J'ai une consultation. L'extrémité inférieure de Vous avez assisté à une consultation en rééducation? Non, non, orthopédie. Ah, aux urgences. D'accord, les gens ils mettent sous vitamine C. D'accord, ben, c'est bien. Sauf que c'est pas encore, c'est pas validé. D'accord. On va voir qu'on va utiliser des médicaments qui n'ont pas l'autorisation de mise sur le marché, mais on les utilise quand même, mais on a derrière toute une... On sait pourquoi on les utilise. Je vais vous donner des exemples dans un petit moment. Alors, quand vous faites le chapitre traitement, quelle que soit la pathologie, on a toujours le but, les objectifs, les moyens thérapeutiques, les indications, d'accord, la stratégie thérapeutique, toujours. Donc le but, pourquoi vous voulez traiter? Le but est toujours global, général. Donc, pourquoi on veut traiter une algo? Pourquoi on veut traiter une SA? Pourquoi on veut traiter une polyarthrite rhumatoïde? Pourquoi? Soulager la douleur, c'est un objectif. On va aller spécifiquement soulager la douleur. De toute façon, en général, c'est là, comme dans la lombosciatique par exemple, c'est l'objectif numéro 1. Dans l'APR, c'est l'inflammation et la douleur. Améliorer la qualité de vie. Pour améliorer la qualité de vie, c'est quoi? Comment on améliore la qualité de vie? Éviter les complications. Éviter les complications. Il faut qu'il soit fonctionnel. Donc, il faut garder en tête que le sujet doit rester le plus fonctionnel possible, le plus autonome possible. Donc, c'est l'autonomie, la fonctionnalité. Tout ça va répercuter sur la qualité de vie. Avec ça, il aura une meilleure qualité de vie. D'accord? Donc, c'est bien de dire qualité de vie, mais il faut voir qu'est-ce qui donne la qualité de vie. D'accord? C'est ça. Bon, il y a la douleur, mais la douleur en général, c'est déjà, quand un médicament, on lui donne l'autorisation de mise sur le marché. Qu'est-ce qu'on fait? On va comparer ce médicament à un traitement de référence ou un placebo s'il n'y a pas de traitement de référence. Donc on prend deux groupes et on va juger sur quoi? Soit si c'est une maladie inflammatoire, on va juger par exemple sur le DAS, mais si c'est une pathologie douloureuse, on va juger sur l'EVA, l'échelle visuelle analogique de la douleur. On va voir de combien diminue la douleur en donnant un traitement A versus un traitement B. D'accord? Et c'est comme ça qu'on peut avoir l'AMM, surtout en rhumatologie, pour les affections douloureuses. Donc ça peut être un objectif primaire. Donc la douleur, l'inflammation, lutter contre l'inflammation, ça c'est des objectifs. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme objectif? Prévenir les complications et soulager la douleur. Donc ça c'était le but. Donc quand on lutte contre la douleur, les anomalies vasomotrices, on va prévenir l'installation, donc c'est surtout ça. Hein. Donc ça, on va le revoir dans les objectifs ici, dans la prise en charge pharmacologique. Donc là, je vous ai mis ce qui est... on commence par ce qui est validé, si vous voulez. Mais après, par exemple, pour la corticothérapie, pour les injections locales, pour les bisphosphonates, donc ils n'ont pas, je vous ai mis qu'ils n'ont pas l'AMM, mais on peut être amené à utiliser les bisphosphonates. Vous connaissez le mode d'action des bisphosphonates? Comment ils agissent? C'est des les bisphosphonates, c'est des antirésorbeurs. C'est ça, ce qu'on vous a dit. C'est ça? C'est des anti-ostéoclastiques qui vont diminuer la résorption. Donc la conséquence sera une augmentation de la densité minérale osseuse. Dans l'algo, vous avez bien vu qu'il y avait une déminéralisation bien que localisée. C'est ça. Donc on va utiliser les bisphosphonates à cause de cette déminéralisation d'une part, mais aussi parce que les bisphosphonates ont ils ont une capacité antalgique, donc antidouleur très importante. Donc c'est des antalgiques pour tout ce qui est pathologie osseuse. Pour toutes les douleurs osseuses, c'est un excellent antalgique, d'accord? Donc on peut même le donner des fois rien que pour traiter certains phénomènes douloureux osseux. Pour la corticothérapie, parce que c'est pas très, il ne faut pas trop les utiliser, d'accord? Surtout si c'est un terrain diabétique, mais on peut être amené à les utiliser pour leur action anti-inflammatoire, mais je vous ai dit que l'inflammation est locale.
localisé. Donc c'est vraiment aller bombarder une mouche si on donne de la corticothérapie par voie orale. Par contre, si on a du liquide, comme je vous ai dit au départ, c'est rare, on peut l'avoir. Pour la sécher, on va ponctionner le liquide et infiltrer. Donc les injections locales de corticoïdes sont recommandées dans l'algodystrophie. D'accord? Les bisphosphonates hors AMM, mais largement utilisés, c'est ce qu'on fait personnellement, ici à Douéra, beaucoup d'écoles, même à l'étranger, on utilise les bisphosphonates hors AMM. Alors le protocole, c'est comme dans la maladie de Paget, donc on peut les utiliser soit par voie orale, mais chez nous on le fait par voie injectable parce que c'est beaucoup plus simple. On fait une injection et on est tranquille. On peut être amené à la renouveler en fonction de l'évolution de la maladie. Donc voilà, donc la durée sera selon la réponse. Les antalgiques et les AINS, ils ont une efficacité partielle parce que je vous ai dit au départ que ce n'est pas des douleurs dues à de l'inflammation, c'est des douleurs neurovégétatives. C'est pour ça que, et je reviens en arrière, on donne des antidépresseurs. Vous voyez pourquoi on donne des antidépresseurs, je vous l'avais dit au départ. C'est pratiquement une réaction dépressive de la région articulaire. Voilà. Et en plus sur un terrain dépressif. Mais en général, on utilise les doses faibles. Mais on peut être amené à les augmenter. Il n'y a pas de questions, on avance? Après, on peut faire de la sympathectomie, ça c'est des traitements antidouleurs en général. On peut faire les blocs régionaux ou des infiltrations, donc des blocs épiduraux comme ce qu'on fait dans l'arachis à la crise. Alors, par contre, le traitement clé, donc en plus de la bonne prise en charge de la douleur, c'est quoi? C'est la rééducation. C'est pour ça qu'avant ce cours était fait par les rééducateurs. C'est la première fois que la rhumato le fait. Hein. En général, c'était les rééducateurs parce que le traitement clé, c'est la rééducation, mais on a une grande part. Et tout le monde doit faire de toute façon le diagnostic. J'espère que vous pourrez le faire maintenant. Donc sur le plan rééducatif, qu'est-ce que vous pouvez proposer? Comment vous imaginez une prise en charge en rééducation de l'algodystrophie? D'abord, il faut mobiliser. Il faut que ce ne soit pas en déclic, il faut surélever, il faut faire des massages pour drainer. Donc si c'est la jambe, surélever la jambe. Si c'est la main, c'est la main. Il faut tout faire pour que le gel passe très vite. Donc des massages, de la mobilisation, d'accord, très douce bien sûr. Il ne faut pas que ce soit douloureux parce que si vous allez vers la douleur, au contraire, je vous ai dit que c'est la douleur qui déclenche ce phénomène. Donc il faut que ce soit dans l'eau chaude, vraiment avec beaucoup de douceur. Il faut éviter l'immobilisation, et ça c'est valable pour tout, et pour l'os, et pour l'articulation, et pour les téguments, et pour les tendons, et pour les ligaments, et pour tout. Donc maintenant on revient par exemple les entorses. Avant, elle les immobilisait, maintenant non, on leur demande, vous l'avez vu dans les consultations, les entorses, on leur demande quand même de marcher sur les talons, n'est-ce pas? D'accord? Parce que plus l'articulation est raide, plus elle ne bouge pas, et plus elle va faire c'est là où on a les complications de l'entorse. D'accord? Personnellement, j'ai fait une entorse, j'étais pratiquement une entorse maligne, et une fois même une fracture, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de sport, qui bouge beaucoup, et une fois j'ai fait une fracture donc, des os des atas, je me suis débrouillée une attelle et j'ai marché, j'étais debout au bout de 3-4 jours. Hein. Je montais, je descendais les escaliers. Et je vous dis que j'ai 0 séquelles. Et j'ai fait de la rééducation de suite. Sans vous parler d'autres robots toujours sportifs. La rééducation, c'est la clé. D'accord? Donc, l'immobilisation la plus courte possible, faire bouger le plus tôt possible. D'accord? Même après des actes chirurgicaux, on peut bouger l'articulation très tôt. Donc, immobilisation la plus courte possible, rééducation douce, comme je vous ai dit. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Peut-être pas que je m'oublie parce qu'il reste ça. Donc, en conclusion, j'ai déjà fait la conclusion plusieurs fois. C'est un diagnostic qui est facile. J'espère que vous l'avez compris. Si vous avez des questions, allez-y, vous me posez des questions. Donc c'est clinique, radiologie, vous avez la déminéralisation pommelée, mouchetée, respect de l'interligne. Sur le plan biologique, zéro inflammation, tout est normal. Si on fonctionne, le liquide est paucicellulaire, il est de type mécanique et il n'y a pas beaucoup d'éléments inférieurs, en tout cas d'éléments par millilitre. C'est bon?
L'IRM peut être indiquée si on a des soucis pour faire le diagnostic. Vraiment, elle a une bonne corrélation clinico-IRM. Voilà, c'est bon pour ce cours. Il reste le cours qui n'est pas long.